Donc je vous présente un travail concernant l'allocation des efforts de dépollution d'une rivière, donc que j'ai effectué en collaboration avec mon directeur de thèse, Ronan Congar, qui est maître de conférence à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Rouen. Donc le point de départ de ce travail, ça a été les difficultés auxquelles doivent faire face les différentes institutions publiques pour définir une politique de lutte contre la pollution des cours d'eau. Donc par exemple, quel investissement mettre en œuvre pour rénover ou construire des stations d'épuration. Donc, dans ce cadre, la pollution d'une rivière, en termes économiques, peut s'analyser comme un problème d'externalité unilatérale de pollution. En effet, les caractéristiques du problème, lorsque une juridiction émet des rejets d'effluents dans une rivière, on considère que ceux-ci sont diffusés par le courant, donc exclusivement de l'amont vers l'aval. Donc ces rejets d'effluents sont caractérisés par une non-exclusion et la non-rivalité, donc qui sont les caractéristiques des biens publics. Donc ici, c'est plutôt un mal public. Donc on va considérer que la réduction de ces rejets d'effluents est un bien public pour l'ensemble des juridictions qui sont en aval. Donc ça va permettre de réduire la pollution qu'ils subissent à leur niveau. Donc la problématique, en présence de biens publics, il est communément admis dans la littérature économique qu'en l'absence d'intervention publique, on aboutit à une situation qui n'est pas efficace, sous-optimale et sous-efficace. Donc pour coordonner la réduction des rejets d'effluents entre les différentes juridictions, il est nécessaire de mettre en place une institution publique. Donc pour ce faire, l'institution, pour atteindre une situation optimale, elle a besoin d'une information très détaillée concernant les caractéristiques des juridictions riveraines de la rivière. Donc cette information, elle est détenue de manière privative par les différentes juridictions. Et ces juridictions n'ont aucun intérêt à le divulguer à l'institution, car elles vont adopter un comportement de passagers clandestins, c'est-à-dire qu'elles vont chercher à profiter de l'effort consenti par les autres sans y contribuer ou le moins possible. Et les objectifs de l'institution que nous souhaitons mettre en place, c'est de définir, de mettre en œuvre une politique de réduction des rejets d'effluents qui soit optimale au sens de Pareto. Donc en présence de biens publics, l'optimalité au sens de Pareto renvoie à la condition de Samuelson. Donc pour les non-spécialistes en économie, une situation optimale au sens de Pareto, c'est une situation pour laquelle il est impossible de trouver une autre situation qui permette d'améliorer le bien-être d'un ou plusieurs agents sans pour autant détériorer le bien-être d'un ou plusieurs autres. La politique qu'elle souhaite mettre en place, ça doit également respecter l'équilibre budgétaire. Donc premièrement parce que les coûts de sa pollution, elle doit être à même de les financer à partir de ses propres ressources. Donc ici à partir des contributions des juridictions. Et l'équilibre budgétaire envoie également une condition de non-gaspillage. L'ensemble des contributions qu'elle prélève doivent être utilisées pour ce à quoi elles sont prévues. Et dernièrement, la dernière caractéristique de la pollution qu'elle souhaite mettre en place est la faisabilité. Donc on ne peut pas considérer qu'une institution publique va mettre en œuvre une politique et faire contribuer des juridictions au-delà de leur dotation initiale ou de leurs revenus. Elle n'a pas pour intérêt à mettre en péril la solvabilité des différentes juridictions. Donc voilà les trois caractéristiques de la politique à laquelle on veut aboutir. Donc les objectifs du papier, c'est de définir une méthode de partage de coûts qui soit optimale et équilibrée, et ensuite de proposer un mécanisme qui permette de mettre en œuvre une politique qui respecte les trois objectifs que nous avons fixés précédemment. Donc le modèle, nous appuyons sur un modèle de rivière. Donc un modèle simple, on va considérer un ensemble N de juridictions. Donc j'ai fait un schéma très simple de la rivière. Donc les juridictions sont ordonnées de 1 à N de l'amont vers l'aval. Donc la juridiction 1 est la juridiction la plus en aval, la juridiction N, celle la juridiction 1 est la plus en amont, la juridiction N est la plus en aval. Et la pollution se diffuse de l'amont vers l'aval. Nous avons pris un modèle de diffusion linéaire et unidirectionnelle des effluents, c'est-à-dire que le niveau de pollution PI au niveau d'une juridiction I va dépendre des rejets effectués par les juridictions J qui sont situées en amont, étant donné un coefficient AIJ qui est un coefficient de diffusion pour rendre compte d'une sédimentation, d'une élimination naturelle de la pollution durant son transit entre les points A, les points I et les points J. Concernant les juridictions, donc on va considérer des juridictions qui tirent un bien-être à la fois de leurs revenus disponibles et du niveau de pollution de la rivière à leur niveau. Donc le revenu disponible, on note oméga I, ce sera la dotation initiale ou le revenu initial de la juridiction, et TI, c'est sa contribution à la politique. Donc le revenu disponible, ce sera son revenu initial
auquel est retranchée sa contribution à la politique. Donc son utilité est fonction croissante de son revenu disponible et décroissante du niveau de pollution PI. L'objectif de chaque juridiction étant bien sûr de maximiser son bien-être. Concernant la réduction des rejets, donc on va supposer qu'a priori, l'institution met en place une réglementation qui fixe un niveau maximum d'émissions que les juridictions ne peuvent pas dépasser. Donc par exemple, E bar I sera le niveau d'émission maximum autorisé à la juridiction I. Et pour réduire leur rejet à un niveau inférieur à la réglementation, les différentes juridictions disposent de technologies d'épuration que nous représentons par une fonction de coût. Donc par exemple, le coût CI de EI sera le coût pour augmenter la capacité d'épuration de la station d'épuration présente au niveau de I, du niveau réglementaire E bar I jusqu'au niveau EI. Définition d'une politique de réduction des rejets, donc elle est composée d'une paire EN et TN, avec EN qui est un programme de réduction des rejets d'effluents, donc qui fixe le niveau de rejet à atteindre par chaque collectivité, donc E1 pour la collectivité 1, EN pour la collectivité TN, ainsi de suite, et un programme de financement TN qui fixe TI, la contribution de chaque juridiction I, à l'effort au coût de la politique mise en œuvre. Donc pour partager les coûts, nous sommes appuyés sur un partage de coûts linéaire. Donc je vais passer sur les détails. Simplement, chaque juridiction, le coût de réduction des rejets de chaque juridiction I va être partagé entre l'ensemble des juridictions en aval. Donc selon chaque juridiction en aval va supporter une part du coût direct, BIJ, donc qui est compris entre 0 et 1, plus un transfert compensatoire DIJ qui sera à payer pour chaque unité de rejet auquel la juridiction I a renoncé par rapport à la réglementation. Donc les contraintes posées sur les paramètres assurent le respect de l'équilibre budgétaire. Donc l'interprétation, le paramètre BIJ, ce sera la part du coût que I prend en charge sur le coût de réduction des rejets de la juridiction J, et DIJ, le prix à payer par I pour chaque unité de réduction des rejets de la juridiction J. À l'équilibre, lorsqu'un équilibre est trouvé, donc l'équilibre de partage de coûts linéaires, solution proposée par Mascolel et Sylvestre, lorsqu'un équilibre est trouvé, cela signifie qu'étant donné le système de contribution, l'ensemble des juridictions sont unanimes sur le programme de réduction des rejets. C'est-à-dire qu'elles sont toutes d'accord sur l'effort de réduction des rejets que chaque juridiction doit mettre en œuvre à son niveau. Et il existe une équivalence entre une politique optimale et une politique d'équilibre de partage de coûts linéaires. Puisque cette solution est optimale, en effet, lorsqu'un équilibre est trouvé, le coût marginal supporté par chaque juridiction est égal à sa disposition marginale à payer. Donc le coût marginal, ce sera le coût de la dernière unité de réduction des rejets, et la disposition marginale à payer d'une juridiction I, c'est le prix qu'elle est prête à payer pour une unité de réduction des rejets d'effluents supplémentaires, donc, pour les juridictions, pour l'ensemble des juridictions qui sont en amont. Donc cette propriété assure que lorsqu'un équilibre de partage de coûts est trouvé, il respecte la condition de Samuelson et donc l'optimalité au sens de Pareto. Donc cette solution a l'avantage d'être très flexible. L'institution peut décider de fixer l'un ou l'autre des paramètres. Si par exemple elle fixe le paramètre BJ de partage de coûts direct, si elle décide de fixer un partage de coûts égalitaire entre l'ensemble des juridictions concernées, alors le paramètre de compensatoire qui sera payé pour chaque unité de réduction sera égal à la différence entre la disposition marginale à payer de la juridiction et la moyenne des dispositions marginales à payer. Elle peut également fixer DIJ, par exemple, elle peut décider qu'il n'y aura pas de transfert compensatoire. À ce moment-là, la part du coût supporté par chaque juridiction sera proportionnelle à sa disposition marginale à payer. Cette solution est basée sur le principe du bénéfice, donc au sens de Lindahl, c'est-à-dire que la contribution de chaque collectivité ou de chaque juridiction à la politique est en relation avec le bénéfice qu'elle va en retirer. Le problème de cette solution est qu'elle n'est pas incitative et que l'institution se retrouve toujours confrontée à un problème d'information. Donc pour mettre en œuvre cette solution, il faut proposer un mécanisme. Donc un mécanisme est une structure mathématique qui va modéliser le fonctionnement d'une institution. Et ce mécanisme doit permettre de décentraliser le partage de coûts que nous avons proposé précédemment en équilibre de Nash, c'est-à-dire en l'absence de coopération entre les différentes juridictions.
Donc le fonctionnement de l'institution, donc du mécanisme que nous proposons, c'est que dans un premier temps, l'institution demande à chaque juridiction de lui envoyer un message qui sera composé d'informations relatives au partage de coûts et d'informations relatives au programme de réduction des rejets d'effluents qu'elle souhaite être mise en place. Un message type qu'on note M chapeau I va être composé d'une matrice B chapeau I, donc c'est une matrice de coefficient de partage direct des coûts. Une matrice D chapeau, c'est une matrice de coefficients de coefficients compensatoires et un vecteur epsilon chapeau qui est une liste d'incréments. Donc l'incrément, c'est que chaque collectivité va annoncer un incrément pour la réduction des rejets qui va être fait en amont. Ce sera la quantité d'émissions qu'elle souhaite ajouter ou retirer à la somme des émissions, à la somme des incréments annoncés par les autres collectivités concernées. Et nous supposons que les revenus de chaque juridiction sont connus du domaine public. Donc les paramètres, la matrice B chapeau I, on va se limiter à la partie de la matrice B chapeau I qui concerne la réduction des rejets d'une juridiction J. Donc elle va annoncer un système de partage de coûts directs pour chaque juridiction concernée, sous contrainte que chaque coefficient soit positif et que la somme de ces coefficients soit égale à 1. La matrice D chapeau I va regrouper un ensemble de compensations unitaires. Donc elle annonce pour chaque juridiction concernée un prix à payer pour chaque unité de rejet à laquelle elle renonce par rapport à la réglementation, sous contrainte que leur somme soit égale à 0. Donc à partir des messages, elle définit la contribution de chaque collectivité, donc sur le modèle d'un partage de coûts linéaire tel que nous l'avons défini précédemment, avec les deux paramètres de chaque collectivité qui sont ceux qui lui ont été assignés par la collectivité qui est juste en aval. Donc, ce qui signifie que les juridictions n'ont aucune influence sur la contribution, sur le calcul de leur contribution. C'est le message d'une autre juridiction qui va déterminer leur contribution. À partir du message, l'institution calcule également un programme de réduction des rejets, donc en sommant les incréments pour chaque juridiction. Le problème, c'est qu'a priori, rien n'assure que ce programme de réduction calculé à partir des messages est réalisable, individuellement ou collectivement. Donc étant donné que l'institution connaît a priori le revenu de chaque collectivité, elle va déterminer l'ensemble F, qui est l'ensemble des politiques qui est réalisable, individuellement et collectivement. Elle mettra en œuvre le plan de réduction des rejets réalisable, qui est le plus proche du plan de réduction des rejets calculé à partir des messages. Donc elle mettra le plan de réduction des rejets EN le plus proche d'epsilon n calculé à partir des incréments. Donc ce qui assure que le programme de réduction qui sera effectivement mis en place est réalisable individuellement et collectivement. Pour s'assurer que les messages envoyés par les juridictions reflètent la réalité, l'institution doit mettre en place des incitations. Donc l'incitation prend la forme d'une pénalité. Donc les collectivités devront payer une pénalité si les paramètres qu'elles annoncent sont différents de ceux qui sont annoncés par la collectivité juste en aval. Étant donné qu'on considère que les collectivités se connaissent très bien les unes et les autres, elles sont capables d'anticiper les messages que vont envoyer les autres collectivités. Donc, pour maximiser leur possibilité de consommation et donc leur utilité, elles vont toutes annoncer les mêmes messages. Elles vont toutes avoir une pénalité nulle et annoncer les mêmes messages. Donc, les contributions finales, au cas où elles dévient, ce sera la contribution initiale calculée à partir des messages, auquel va s'ajouter la pénalité. Donc, étant donné qu'elles sont à même d'anticiper les messages, elles vont toutes annoncer les mêmes paramètres. Donc le système de contribution qui est défini par l'institution, étant donné les contraintes que nous avons mises sur les messages, revient à un équilibre de partage de coûts linéaire, qui est par définition optimal et équilibré, et le mécanisme que nous proposons permet d'assurer également qu'il est réalisable. Donc le mécanisme que nous proposons permet de définir une politique et de la mettre en œuvre, une politique qui respecte les trois objectifs de l'institution, l'optimalité au sens de Pareto, l'équilibre budgétaire et la faisabilité. Donc dans ce travail, nous avons proposé un mécanisme qui permet de décentraliser une politique qui respecte l'ensemble des objectifs fixés via un système de partage linéaire des coûts qui satisfait en plus au principe de bénéfice de Lindahl. Donc non seulement on propose un mécanisme qui permet de mettre en œuvre une solution optimale et équilibrée et réalisable, qui en plus respecte les préférences des différentes juridictions.
Donc ce mécanisme constitue une réponse aux problèmes de définition et de mise en œuvre auxquels peuvent être confrontés les agences publiques qui sont en charge de la lutte contre la pollution des rivières. Donc il reste des perspectives à ce travail. Donc déjà, étudier l'influence de la fixation des paramètres de partage de coûts, dont nous avons vu qu'ils permettent une grande flexibilité dans le partage de coûts. Donc étudier leur influence sur le plan distributif dans le cadre de la mise en œuvre du principe de pollueur-payeur. Également étudier l'influence de la réglementation sur l'acceptabilité de l'allocation des efforts de réduction des pollutions par les différentes juridictions. Merci. Alors juste pour réagir